Peut-être juste rectifier, je l'ai diplômé en 2014, pas 2004. Merci à tout le monde d'être venu. Ça le comble encore une année. J'espère que les années prochaines vont donner des plus grosses salles. Okay. Donc, comme ça a été dit, ma présentation, c'est sur le futur du design d'interface. Peut-être avant de me lancer dans le sujet, un peu plus d'informations par rapport à moi. Je m'appelle Tony Aubé, je suis un gars de la ville de Québec. J'ai diplômé à maîtrise de l'Université Laval en design. Depuis ma diplomation, en fait, j'ai déménagé en Californie où maintenant je travaille dans une start-up qui s'appelle Osmo, où je suis un peu un everything designer, je fais vraiment de tout. Design d'interface, design UI, UX, motion, industriel, marketing, peu importe. Osmo, c'est une start-up de jeux vidéo de réalité augmentée sur iPad pour enfants. Je conseille vraiment d'aller voir notre site web après la présentation. Vous allez voir, c'est vraiment un produit unique qui n'a jamais été fait auparavant. Donc la présentation d'aujourd'hui provient d'une réflexion de ma part depuis environ 1 an. Je me pose la question vers où je pense que le design va s'en aller dans les prochaines années. Cette réflexion-là, ça m'a mené vers la publication d'un article sur TechCrunch qui en fait qui était quand même assez controversé, qui a été quand même assez populaire. Donc je profite un peu de l'occasion du WAC pour venir un peu m'expliquer davantage sur ma réflexion dans le fond. Donc tout a commencé il y a environ 1 an quand j'ai partagé sur Facebook que des startups comme Magic et Operator, selon moi, ça va être le next big thing. Ça va être la prochaine étape dans le design de l'expérience utilisateur. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, Magic Operator, c'est des startups qui basent l'entièreté de leur offre de produits sur des interfaces de chat. Donc par exemple, Operator, c'est une application qui permet d'acheter des produits en ligne un peu à l'image de Amazon. À la différence que, plutôt que d'utiliser une interface traditionnelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment venir chatter avec l'application, expliquer le produit qu'on recherche, puis on va se faire suggérer des produits recommandés. Même chose pour Magic. Magic, qui a la différence de Operator, qui n'est même pas une application, c'est carrément un numéro de téléphone que vous pouvez texter en ce moment. Et vous pouvez l'utiliser pour acheter absolument n'importe quoi, en autant que ça soit légal et que vous ayez les moyens. C'est surtout une app qui est utilisée par des millionnaires, donc Justin Kan, le cofondateur de Twitch, qui explique sur son blog un peu quand il utilise l'application à tous les jours pour acheter des billets d'avion, organiser des soirées, puis même acheter une Ducati. Donc pour comprendre un peu l'impact de cette nouvelle start-up-là, de ce nouveau concept-là, je pense que ça vaut la peine de prendre un pas de recul et de regarder un peu l'histoire de l'interaction homme-machine. Donc les premiers ordinateurs, c'est encore un peu flou lequel a été vraiment le premier ordinateur, mais il y a un consensus qui veut que ce soit l'engin de Babbage. C'est une machine qui a été développée il y a environ 200 ans pour imprimer des formules mathématiques. Donc un peu à l'image de la machine de Gutenberg, sauf que pour la première fois, on avait une machine où, dépendamment de quel type d'information on lui donnait, de quel type d'input on lui donnait, on avait des résultats différents. 50 ans plus tard, on a vu apparaître les punch cards, qui étaient à l'époque des cartes qu'on perforait, qui étaient utilisées principalement pour stocker de l'information, mais qui pouvaient aussi éventuellement être utilisées pour communiquer avec l'ordinateur, pour envoyer des commandes à l'ordinateur. Donc c'est intéressant de voir qu'on programmait directement en perforant des cartes. Et sur le site comme ça, la plupart des premiers programmeurs informatiques, c'était en grande partie des femmes qui provenaient du domaine de la téléphonie. Avec la Deuxième Guerre mondiale, on a vu apparaître les premiers ordinateurs électroniques, les mainframes. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont vu le film Imitation Game, où on voit Alan Turing, en fait, qui est un des pères fondateurs de l'informatique. Et c'est vraiment un bon film, je conseille de l'écouter. Et justement, à l'époque, la manière dont on interagissait avec les ordinateurs, c'était vraiment via le hardware, avec toute une série de switches, de câbles, etc. Et au fil des années, en fait, ça a beaucoup évolué. Dans les années 70, on a vu apparaître les command line CLI, où pour la première fois, vraiment l'interaction avec l'ordinateur se transférait du niveau physique, du niveau hardware, vers le niveau software, où on avait des interfaces beaucoup plus malléables avec lesquelles on pouvait communiquer avec les ordinateurs. Mais encore là, le problème, c'est que pour pouvoir communiquer avec les ordinateurs, il fallait savoir parler le langage de l'ordinateur, il fallait connaître les langages de programmation. Et malgré tous les efforts qui ont été faits pour humaniser les langages de programmation, ça restait quand même un domaine qui était réservé à des spécialistes, à des programmeurs. Le GUI a vraiment révolutionné un peu toute l'informatique. Dans le fond, vous connaissez l'histoire avec Apple et Xerox. Dans le fond, pour la première fois, on avait des interfaces avec lesquelles on pouvait interagir
sans connaître le langage de l'utilisateur, de l'ordinateur, sans connaître le langage de programmation. Donc ça, c'est vraiment une innovation qui a permis de démocratiser l'informatique partout en Occident. Et c'est aussi quelque chose de super important en tant que designer parce que c'est ça qui a mené vers notre job, en fait, de UI designer. En 2007, on a vu une nouvelle révolution, encore une fois propulsée par Apple, avec le touchscreen, les smartphones, les téléphones intelligents. Et au même titre que le GUI, ça a démocratisé l'informatique en Occident, les smartphones ont vraiment démocratisé l'informatique partout dans le monde. Donc c'est pas rare aujourd'hui de voir, par exemple, même dans les pays du tiers-monde où les gens n'ont pas nécessairement beaucoup de richesses, n'ont pas nécessairement l'accès aux ressources de base, mais qui vont quand même avoir des téléphones intelligents, parce que c'est tellement une technologie qui est essentielle. Donc, quand on regarde l'histoire un peu, on réalise qu'au fur et à mesure... en fait, l'histoire de l'informatique en tant que telle, c'est un peu un grand combat pour faciliter la communication avec les ordinateurs. Et au fur et à mesure du temps, on a vu toute une série d'innovations qui ont permis d'augmenter l'accès aux ordinateurs. Et aujourd'hui, on est vraiment rendu dans le coin supérieur droit de l'écran où c'est carrément, comme va le dire Mike Monteiro vendredi, on est au golden age du design. Aujourd'hui, tout le monde veut des sites web, tout le monde veut des applications, tout le monde veut engager des designers. D'ailleurs, il y avait une recherche qui a été faite par LinkedIn qui démontre les 25 skills les plus en demande pour 2015 et 2016. Et la profession de designer d'interface est en 10e position. Donc, c'est littéralement la 10e job la plus en demande dans le monde. Donc, ça, c'est vraiment cool quand on est designer, dans le fond, mais la question que je me pose, c'est pour combien de temps encore est-ce que ça va être comme ça? Donc, au cours de la présentation d'aujourd'hui, je vais présenter toute une série de nouvelles technologies, intelligence artificielle, VR, IoT, EEG, qui, selon moi, vont révolutionner fondamentalement la manière dont on interagit avec l'écran et, par le fait même, révolutionner le métier de designer d'interface. Je vais commencer par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y en a dans le salle qui ont vu le film Ex Machina? Super bon film, je le recommande également. Donc, c'est un film de science-fiction où un espèce de génie fou a créé un robot doté d'une intelligence artificielle et veut tester l'intelligence de son robot avec une série de tests. C'est que dans le fond, il va engager un programmeur Caleb pour faire ce qu'on appelle un test de Turing. Encore une fois, Alan Turing, qui déjà à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale envisageait la possibilité de l'intelligence artificielle et qui avait conçu un peu son test de Turing pour exprimer ce qu'il entendait par intelligence artificielle. Un test de Turing, c'est quelque chose de quand même très simple, avec 3 participants, où on a une personne qui fait une entrevue aveugle avec 2 autres participants, un autre être humain et un ordinateur. Et le but de l'ordinateur, c'est de réussir à duper la personne qui fait l'entrevue et de faire croire que c'est un être humain. Malheureusement, on n'est pas encore rendu là avec les nouvelles technologies. On n'est pas capable de créer des robots qui ressemblent parfaitement à des êtres humains, mais on est très capable de créer de l'intelligence artificielle dans ce qu'on appelle des narrow contexts. Les narrow contexts, c'est des contextes qui sont assez simples pour être compris de A à Z par un ordinateur. Un bon exemple de narrow context, c'est les échecs. Pendant des décennies, tout le monde disait que c'est impossible, l'ordinateur ne va jamais battre le génie humain aux échecs. Et comme l'histoire l'a prouvé, en 1996, ça a été le premier ordinateur à battre le champion mondial des échecs. Et en 2005, ça a été le dernier champion mondial à battre un ordinateur aux échecs. Et là, les gens ont dit, bon, ben, les échecs, finalement, c'était pas si tough que ça, mais jamais un ordinateur va battre un être humain à Go, qui est un jeu qui est 1 milliard de fois plus complexe que les échecs. Et comme on a vu récemment, l'intelligence artificielle de Google qui a battu le champion du monde de Go, qui était une autre milestone très importante dans l'intelligence artificielle. Un autre domaine où on fait de l'intelligence artificielle, c'est la messagerie. Donc, c'est un autre domaine, un narrow context, où on est capable de duper les êtres humains à faire croire qu'un robot est en fait un être humain. Pourquoi la messagerie, c'est plus facile pour les ordinateurs, contrairement par exemple à Siri? C'est que le message texte, en fait, c'est un format qui est déjà digital, c'est un format qui est déjà transformé en version numérique. Aussi, c'est que le message texte, ça contient beaucoup moins d'ambiguïté que, par exemple, la communication orale, qui a tout le langage non-verbal, tous les accents, tout le sarcasme, etc. Donc, c'est un langage qui est beaucoup plus direct. Donc, c'est pas un hasard qu'on a vu apparaître dans les dernières années toute une nouvelle série de startups qui, justement, font de l'intelligence artificielle. Il y a des plateformes de messagerie texte. Ce type d'application-là, on appelle ça des applications conversationnelles, généralement, mais aussi des applications invisibles dans le cas où il y a 0 application, c'est juste une adresse courriel ou un numéro de téléphone à laquelle on écrit. Et on appelle ça des bots, dans le sens où que ça vit sur une plateforme de messagerie comme Facebook Messenger ou Slack.
Pourquoi je parle de messagerie, d'intelligence artificielle? Pourquoi c'est un domaine qui est extrêmement important? De un, le marché de la messagerie, c'est un marché qui est immense. Dans les premières années des téléphones qui faisaient des messages textes, personne ne savait trop à quoi ça allait servir, personne ne pensait utiliser ça. Et de nos jours, on voit vraiment les jeunes, en fait, c'est très très rare qu'ils vont utiliser le téléphone. Tout le monde utilise des messages textes à tous les jours. Et si vous pensez que Internet, ça a été une révolution mondiale, ben, c'est absolument rien comparé à la messagerie. Par exemple, en 2014, il y avait 3 milliards de personnes connectées à Internet et il y avait 6,3 milliards de personnes qui s'envoyaient des messages textes à chaque jour. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'argent en messagerie. Il y a quelques années, Facebook a acheté WhatsApp pour 19 milliards de dollars. WhatsApp, qui est une application de messagerie qui existait depuis peut-être un an ou deux, qui avait peut-être 60 employés. Donc faites le calcul, 60 employés divisé par 19 milliards divisé par 60 employés, ça fait énormément de valeur par employé. Et quand on voit aujourd'hui un peu les chiffres de WhatsApp qui approchent le milliard d'utilisateurs à chaque mois, c'est vraiment en fait, c'était pas un achat si fou que ça de la part de Facebook. La deuxième raison, c'est que le App Store tel qu'on connaît aujourd'hui, selon moi, c'est un système qui est complètement brisé. Apple, dans le fond, se vante à tout coup qu'ils ont 1,5 million d'applications et plus sur le App Store. Puis ça, c'est très cool quand tu es Apple, mais quand tu as un développeur qui fait des applications, qui essaie de se faire télécharger, ben c'est extrêmement difficile d'avoir de la visibilité quand tu es le 1,5 millionième et 1. Et au même titre, du côté de l'utilisateur, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai genre toute une panoplie d'applications sur mon cellulaire, j'en ai de toutes les couleurs. Puis, dans le fond, c'est ça, puis il y en a peut-être juste 10 que j'utilise vraiment chaque jour, donc on voit vraiment qu'il y a un peu un overkill de créer plein d'applications pour des microservices, que c'est un peu too much dans le fond. Aussi, la messagerie, c'est un format qui est 100% naturel à l'être humain. Comme je l'ai dit, j'ai plein d'applications sur mon téléphone, puis à chaque fois que je veux avoir un nouveau service, un nouveau produit, il faut que je télécharge une nouvelle app, que j'attende que ça télécharge, que je l'ouvre, que j'apprenne tout un nouveau système de menus, de boutons, de tout un nouvel univers designé par des designers. Puis, au contraire, des applications de messagerie, c'est tout le temps uniforme. En fond, tout le monde sait comment utiliser des applications de messagerie, c'est super facile. Un enfant de 5 ans sait comment utiliser ça, un adulte de 90 ans sait comment utiliser ça. Donc, les applications conversationnelles, ça vient vraiment diminuer la barre d'accès à votre application. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement important si on pense aux pays en mode de développement, donc la Chine ou l'Inde, où les gens ne sont pas nécessairement super connaissants technologiques. Donc, on peut voir un exemple d'une application conversationnelle, comment ça peut s'appliquer dans une situation de tous les jours. Donc, par exemple, j'habite à San Francisco, je vais aller voir une game des Giants. Là, sur le siège devant moi, ça dit « Livraison de bière à votre siège, téléchargez notre app ». OK. Avec le système d'application tel qu'on le connaît aujourd'hui, comment ça marche, c'est que je sortirais mon application de lecteur QR, il faudrait que je scanne le code QR, que ça m'amène sur le App Store. Il faut que je télécharge l'application, puis là, l'application a vraiment été mal designée, c'est plein de grosses images sur mon 3G, c'est que ça prend 5 à 10 minutes à télécharger. J'ai panoplie de notifications, est-ce que j'ai 21 ans? Oui. Là, il faut que je me connecte, mais j'ai pas d'account, il faut que je crée un account. Finalement, je rentre dans... Dieu merci, il ne me demande pas de confirmer mon adresse courriel, puis je rentre dans l'application. C'est que là, je veux une bière, une Bud Light, quantité 1. Finalement, rentrer mes informations de carte de crédit pour avoir ma bière, finalement. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment beaucoup d'étapes pour faire de quoi qui est dans la vie de tous les jours, qui est super facile, qui est juste de commander une bière. Puis, au final, j'aurais peut-être été mieux de juste me lever et d'aller chercher ma bière moi-même. Au contraire des applications conversationnelles, donc, un même scénario, livraison de bière à votre siège, écrivez-nous. Donc, dans un futur fictif où Apple s'est lancé dans la course aux applications conversationnelles, donc je ferais juste ouvrir Message, je scanne le code QR, puis ça m'ouvre une discussion avec l'application qui s'appelle Minibar, qui me demande qu'est-ce que je peux vous servir. Une Bud Light, s'il vous plaît. Je fais des fautes d'orthographe, c'est pas grave, l'intelligence artificielle comprend ma requête. Une Bud Light, 8,95, OK. OK, pas de problème. Apple a déjà ma carte de crédit, donc je paye avec Apple Pay. Et paiement confirmé, votre bière arrive dans 5 minutes. Et peut-être qu'il va y avoir un drone qui va venir m'apporter ma bière à mon siège. Mais en tout cas, tout ça pour présenter en fait que une interaction qui est vraiment lourde, qui prend peut-être 5 à 10 minutes, devient une interaction super rapide de 30 secondes avec les applications conversationnelles. Puis j'ai pas une app qui va rester sur mon téléphone pendant genre 2 ans, que j'ai juste utilisé une fois. Facebook s'apprête à annoncer le Bot Store, qui, selon certaines personnes, ça va être aussi transformatif que quand Apple a annoncé le App Store.
Dans le fond, le Bot Store, ça va être une plateforme qui va vivre sur Facebook Messenger qui va permettre aux gens de développer des applications dotées d'intelligence artificielle et aux utilisateurs de télécharger ce type d'application-là. Il y a plusieurs gens qui pensent que les bots, ça va être une nouvelle plateforme, ça va être une nouvelle type d'application. Quand on regarde l'histoire, en fait, à chaque 10-15 ans, il y a tout le temps une nouvelle plateforme qui vient remplacer l'ancienne. Donc des logiciels au web, des web à l'application. Et il y a des gens qui pensent que ça va être les bots dans l'avenir. Donc, quand j'ai partagé mon article sur TechCrunch, il y a plein de gens qui sont venus me contacter après pour me demander, pour essayer de m'offrir des jobs pour designer des applications conversationnelles. Et la grande majorité des gens, en fait, me demandaient, Tony, comment est-ce qu'on design des apps conversationnelles? Puis je m'étais jamais vraiment posé la question personnellement. Puis c'est vrai que quand tu y penses, une fois que tu as choisi l'icône et que tu as choisi la couleur de la bulle, il n'y a plus vraiment de job de Photoshop. Le design est pas mal fini dans le fond. C'est qu'il n'y a pas nécessairement de réponse à cette question-là. On peut regarder certaines startups comme X.AI, que leurs deux designers principaux, en fait, c'est des gens qui n'ont aucune formation en design. C'est par exemple des auteurs, satiristes, comédiens ou une directrice de théâtre. Donc, plutôt que de créer de l'architecture d'information, peut-être que dans le futur, on va faire des architectures de conversation, on va faire des flows. Peut-être qu'on va commencer à utiliser des applications comme Twine qui permettent justement de créer des discussions interactives. Des concepts comme Voice and Tone de Mailchimp qui vont devenir super importants, qui étaient déjà importants à la base. Par exemple, à chaque moment dans la conversation, c'est quoi les sentiments de l'utilisateur, comment, avec un subtil choix de mots, d'expression, de ponctuation, etc., je vais pouvoir le rassurer et l'aider dans sa tâche. Tout ce qui est branding va devenir carrément la personnalité du robot, donc dans le subtil choix de mots, le type du mot qu'on va utiliser, la ponctuation, etc. Donc, on va vraiment qu'on s'en va vers un monde qui commence déjà à se transformer. Puis, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? C'est intéressant, les applications conversationnelles, mais je pense que ça soulève une tendance qui est encore beaucoup plus grosse que ça, qui est un peu épeurante en tant que designer. C'est qu'on dirait que plus que la technologie progresse, plus qu'on commence à quitter le domaine du GUI, des interfaces traditionnelles telles qu'on les connaît. Et là, il y a toute une nouvelle série de technologies qui s'en viennent. Là, je vais passer rapidement, il a fallu que je coupe un peu le contenu, mais VR, IoT, EEG. Par exemple, la réalité virtuelle, c'est un autre gros exemple. C'est une technologie qui est backée par tous les géants de l'industrie. Facebook avec Oculus, Google, HTC, et même avec des rumeurs de Apple puis de Amazon qui se lancent dans la course. C'est une industrie qui, selon Goldman Sachs, va valoir 80 milliards de dollars en 2025. Donc, c'est une industrie qui va être immense, qui va être beaucoup plus grande que les jeux vidéo, qui va aller beaucoup plus loin que les jeux vidéo. Puis j'étais allé au GDC cette année, qui est un peu la grande conférence en jeux vidéo, puis c'était juste du VR partout, c'était le sujet de l'heure. Et une des conférences qui m'a particulièrement marqué, c'était de Colin Northway, qui s'appelait Menu Sucks et qui avait à peu près le même message que j'ai pour vous aujourd'hui. En fait, ce qu'il disait, c'est que les interfaces telles qu'on les connaît aujourd'hui en 2D avec des blocs, etc., des boutons, c'est vraiment de quoi qui prend le bord complètement en VR. Par exemple, Colin travaillait sur un jeu, dans le fond, qui était à la base un jeu 2D, qui s'appelait Fantastic Contraption, et avait la tâche, en tant que designer, de transformer cette expérience-là en expérience virtuelle. Puis dans le fond, l'espèce de menu en haut, là, ça fonctionnait carrément, ça fonctionnait pas du tout en réalité virtuelle. Puis après des mois et des mois de travail, il était sur le bord d'abandonner. Et dans une session de brainstorm, il y a quelqu'un qui a dit, dans le fond, pourquoi le menu, ça serait pas un chat qui te suit tout le temps? Puis c'est genre vraiment une idée un peu folle, puis ils l'ont testé. Puis le chat s'avérait être la meilleure interface utilisateur, c'était 1000 fois mieux que tous les types de menus 3D qu'ils avaient essayé. Dans le fond, c'est juste un petit chat qui te suit, que tu peux toujours revenir pour avoir un peu tes éléments d'interaction. Puis le même jeu aussi, pour retourner au menu principal, en fait, c'est juste un casque que tu te mets sur la tête. Puis quand tu mets le casque, tu arrives dans un autre monde, puis tu peux choisir ton niveau, puis après ça, tu enlèves le casque, puis tu es déjà rendu dans l'autre univers. Ou un autre exemple, un autre jeu où, carrément, pour quitter le jeu, ben, on a le burrito de Exit, que justement, on vient manger. Là, ça demande une confirmation, puis on termine le burrito, puis on quitte. Puis ça, c'est un peu des exemples loufoques, mais en fond, ça témoigne un peu d'une vérité qui, je pense que les interfaces telles qu'on les connaît en 2D, c'est quelque chose qui va complètement prendre la barre en réalité virtuelle. Puis c'est un domaine qui est super excitant en design parce que tout est à faire. Il n'y a aucun principe de base, il n'y a aucun principe de design en ce moment pour la réalité virtuelle. Un programmeur chez Osmo, dans le fond, qui a créé une version virtuelle de Reddit où chaque subreddit est un peu une colonne avec laquelle on peut interagir. Donc, là, je passe vite, mais il y a énormément d'exemples de ça, de comment est-ce qu'on transforme les interfaces d'aujourd'hui dans un monde virtuel.
Je vais passer vite aussi sur Internet of Things, mais par exemple des projets comme Google, le projet Solid de Google, qui utilise la technologie radar pour détecter les micro-mouvements dans les doigts et pouvoir utiliser ça dans le fond pour contrôler des objets connectés sans nécessairement passer par un écran, par un GUI. Et ce qui m'amène à vous parler de EEG. Le EEG, qui selon moi est probablement la technologie qui va le plus transformer notre monde dans les 10-20 prochaines années. EEG, ça veut dire, dans le fond, électroencéphalographie, qui est un très grand mot pour dire lire dans les pensées. Et ça, c'est vraiment pas de la magie, dans le fond, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Un cerveau humain, c'est tout comme un ordinateur, c'est une espèce de mécanisme avec plein de signaux électriques. Et aujourd'hui, on est capable de détecter les signaux électriques pour communiquer avec les ordinateurs. Il y a une start-up que je suis énormément, qui s'appelle Emotive, qui justement font des casques qui permettent de lire dans les pensées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marche. Donc ici, j'ai un exemple de quelqu'un, dans le fond, qui a un casque, qui utilise le casque pour contrôler un robot à distance. Et ça, si vous êtes fan comme moi de science-fiction, qui ont grandi dans les univers de Star Wars, c'est vraiment de quoi qui est complètement trippant de penser qu'éventuellement on va pouvoir peut-être allumer la TV ou bien contrôler le monde qui nous entoure juste avec le pouvoir de la pensée. Et c'est une technologie que personnellement j'ai utilisée il y a environ 2 ans au CAI, où justement j'avais un casque sur la tête et j'utilisais le pouvoir de ma pensée pour faire voler un drone. Et comment ça marche dans le fond, c'est que c'est un peu comme quand on plug un contrôleur dans un ordinateur. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent des émulateurs, mais il y a tout le temps une étape où justement il faut venir mapper les contrôles à certaines actions. Donc A, ça va être pour attaquer, B, ça va être pour annuler, C, ça va être pour utiliser un objet. Puis dans le fond, le drone, c'est un peu le même concept, sauf que la différence, que le contrôleur, c'était littéralement mon cerveau. Et pour déplacer le drone, dans le fond, il fallait que je pense à des trucs. Donc, je pensais à mes mains pour faire décoller le drone, pensais à les pieds pour faire avancer le drone, et pour faire atterrir le drone, pensais à rien. Ça, c'est un peu bizarre à expliquer comme ça, puis c'est vraiment pas de quoi qui est naturel. Dans le fond, comment est-ce que tu fais pour penser à tes mains? Est-ce que tu fermes les yeux, tu visualises tes mains, mais non, il faut que tu gardes les yeux ouverts? Est-ce que tu bouges les mains? Mais non, il ne faut pas que tu bouges les mains. C'est vraiment de quoi qui n'est pas naturel, qui prend une certaine période d'adaptation. C'est drôle de penser que, par exemple, des générations un peu plus âgées qui sont complètement dépassées par les iPads, puis moi, en tant que personne qui a grandi là-dedans, ben, je trouve ça super facile, mais quand j'ai essayé le EEG, je me sentais complètement dépassé. Puis ça va être drôle de voir les enfants qui vont grandir là-dedans, qui vont rentrer à la maison, puis paf, allume la TV, allume le PlayStation, puis nous, on est là, dans mon temps, on avait des iPhones, c'était pas le plus simple. Puis, ça, c'est une technologie qui est faite en grande partie pour le médical, dans le fond pour assister les gens qui ont perdu le contrôle de leur corps. Mais j'ai hâte de voir la compagnie, dans le fond, qui va faire un peu comme Apple dans les années 80, qui va prendre une technologie qui est vraiment spécialisée puis qui va venir la rendre accessible au grand public. Il y a une quote sur Twitter, en fait, qui m'a beaucoup marqué, qui disait, en fait, ton UI, ton design d'interface, c'est la humble compensation de ton application, de l'ordinateur, pour pas être télépathique. Puis c'est vraiment vrai parce que quand on fait un design, dans le fond, le but, c'est d'offrir une information ou un produit à l'utilisateur, de régler les problèmes de l'utilisateur. Et qu'est-ce qui va se passer la journée où on va être littéralement capable de lire dans les pensées de l'utilisateur et de pouvoir venir à leurs besoins sans passer par une interface? Qu'est-ce qui va se passer pour les designers? Ce qui m'amène à parler du concept de Technological Tiller. Technological Tiller, c'est un concept qui a été amené par Scott Jensen l'année passée au CAI. Puis dans le fond, tiller, c'est un mot anglais pour dire une barre de bateau. Et pendant des siècles et des siècles, c'est comme ça qu'on a contrôlé les bateaux. Il y avait une barre à l'arrière qui permettait de tourner. Et parallèlement à ça, au même moment, on avait des chevaux, des chariots à chevaux. Et éventuellement, il y a eu l'invention de la voiture automobile, de la voiture mécanique. Et là, le cheval venait de disparaître, donc il y a vraiment des designers qui se sont posés la question comment est-ce qu'on va contrôler la voiture mécanique? Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé à gauche, à droite, ils ont vu la barre de bateau, puis ils ont dit parfait, on a notre mode de contrôle. Puis les premières voitures avaient littéralement une barre de bateau à l'avant pour tourner. Et ça, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais c'était vraiment un design désastreux. C'était super facile à cracher la voiture, c'était vraiment terrible comme expérience utilisateur. Donc les designers ont rapidement dû revenir à la table à dessin, puis arriver avec une invention révolutionnaire qui est le volant automobile, qui est souvent quelque chose de complètement sous-estimé. Ça, je trouve que c'est vraiment une des meilleures leçons de design que j'ai jamais appris de ma vie, dans le fond. À chaque fois qu'on arrive avec une nouvelle technologie, qu'il y a un changement de contexte, un changement de technologie, en tant que designer, on a souvent un peu le réflexe, le mauvais réflexe de regarder à gauche, à droite les designs qui fonctionnent déjà, puis d'essayer de les copier-coller sur la nouvelle technologie. Mais en vrai,
c'est que le technological tiller, un peu ce concept-là, c'est qu'une nouvelle technologie, ça nécessite presque toujours une nouvelle approche en design. Et les compagnies qui comprennent ça, c'est des compagnies qui ont vraiment eu des grands succès dans le domaine de l'informatique. Et Apple est probablement le meilleur exemple à ce niveau-là. Par exemple, les premiers téléphones qui avaient les messages textes, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les designers, encore une fois, ont regardé à gauche, à droite. Ils ont pris le concept du design qui existait déjà du clavier plastique, puis ils l'ont juste copié-collé sur le téléphone. Alors que, comme Apple nous l'a montré, la meilleure approche, le meilleur design, c'était vraiment de créer un clavier qui était numérique, qui était digital, qui pouvait apparaître ou disparaître au moment opportun et se transformer en fonction du contexte. Même chose pour les tablettes. Il y a beaucoup de gens qui critiquent Apple, qui disent Apple n'a jamais inventé les tablettes numériques, c'était Microsoft qui l'avait fait 10 ans auparavant. Puis je réponds oui, mais l'avez-vous utilisé, la tablette de Microsoft? Non, il n'y a personne qui ne l'a jamais utilisé. Parce que les designers chez Microsoft ne comprenaient pas ce principe-là. Dans le fond, il y avait la nouvelle technologie de la tablette tactile, puis ils ont juste copié-collé Windows XP, puis ils l'ont mis sur la tablette, puis c'était vraiment horrible comme expérience. Puis Apple, quand on développait l'iPad, l'iPhone, ils comprenaient vraiment que la nouvelle technologie nécessitait une nouvelle approche au niveau du design, qui était dans ce cas-là de créer un système d'exploitation adapté pour les doigts. Puis je trouve que de nos jours, un peu le technological tiller, c'est vraiment de copier-coller l'idée du iPad sur chaque nouvel objet connecté qui arrive, dans le fond, l'Apple Watch, le CarPlay ou même des téléphones, des frigidaires. Puis il y a un peu un fil Twitter que je suis depuis récemment, qui s'appelle Internet of Shit, qui fait juste genre se moquer vraiment de toutes les bébelles de Silicon Valley qui sortent, comme une bouteille de vin interactive. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, qui est important de comprendre en tant que designer, que le design d'interface, c'est pas le produit, c'est pas la finalité du produit. La finalité, c'est vraiment de donner une information ou un service ou un produit à l'utilisateur. J'ai un ami à moi, Golden Krishna, dans le fond, qui est rendu stratégiste de design chez Google, vraiment la big job, qui a écrit un livre que je recommande à tout le monde, The Best Interface is No Interface. Et il arrive un peu à la même conclusion que moi dans le livre, en fait, que en tant que designer d'interface, on a tout le temps le réflexe de penser que le design d'interface, c'est la solution à tous les problèmes. Puis, justement, si on est dans un monde qui commence à transiger en dehors du design d'interface, ça va être important pour nous de prendre un peu un certain pas de recul, puis d'avoir un peu plus d'humilité, puis de comprendre que peut-être que l'interface, c'est pas la solution à tout. Quel futur pour les designers? Récemment, j'ai pris la décision stratégique de quitter le domaine du web. Je travaillais dans une boîte de web à Québec, puis c'est un peu... dans le fond, ce qui se passait, c'est que dans le fond, je designais des sites web, je chargeais 5-10 000 $ à des clients pour des designs. Puis souvent, je regardais à gauche, à droite avec des services comme Squarespace, Wix ou bien Weebly. Squarespace qui donnait des solutions clés en main avec des designs super clean, déjà programmés pour 90 $ par année. Ça fait que ça me tentait plus trop d'être dans ce domaine-là, en fait. Puis, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça, The Grid. C'est un peu comme un Squarespace qui permet de créer des sites web sur mesure, à la différence qu'il utilise l'intelligence artificielle. Donc, comment ça fonctionne, c'est que tu prends ton logo, tu prends tes textes, tes images, tu fais juste tout rentrer ça dans le système, puis tu indiques à l'ordinateur un peu quel type d'objectif que tu as avec ton site. Est-ce que c'est de la vente, est-ce que c'est du blog, etc. Puis l'intelligence artificielle va vraiment prendre en compte tout ton contenu avec tes besoins, tes objectifs, et va te créer un site web sur mesure. Donc, c'est drôle de voir un peu la situation avec Uber, c'est les chauffeurs de taxi, puis les voitures automobiles, les voitures automatiques de Google qui s'en viennent, puis là, les chauffeurs de taxi qui capotent. Puis nous, on se dit, ah, tu sais, moi, en tant que designer, ma job, c'est créatif, genre jamais que je vais me faire remplacer par des robots, etc. Alors qu'on voit que de plus en plus, les avancements technologiques commencent à prendre des parts de marché du design. Donc, Tony, tu es en train de nous dire qu'on va se faire manger par des robots, il n'y aura plus de job en design dans les prochaines années. Non, pas nécessairement. C'est important de nuancer un peu tout ce que j'ai présenté aujourd'hui, de prendre un certain pas de recul. La plupart des technologies que j'ai présentées aujourd'hui, c'est principalement du input, donc ça va surtout remplacer les boutons, les menus, les formulaires tels qu'on les connaît aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il va toujours avoir une nécessité au niveau du design graphique pour le output, donc la visualisation d'informations, le divertissement. Je suis sûr que j'en oublie plusieurs. Mais vraiment, la leçon que je viens de donner aujourd'hui, c'est que en tant que designer, c'est super important de comprendre que les interfaces graphiques, c'est juste une étape dans la ligne du temps de ce que j'appelle l'humanisation de l'interaction humain-ordinateur. Et il y a d'autres étapes qui vont arriver après le GUI, qui vont venir faire évoluer le métier de designer, et c'est très important d'internaliser ça en tant que designer. Puis si ça se trouve, ben, ça va juste nous faire nous recentrer davantage sur le UX. Puis ça, c'est de quoi qui se passe depuis très longtemps.
En 2004, on aurait demandé à un designer qu'est-ce qu'il fait. Il aurait répondu moi, je suis en charge que ça paraît bien, que ça soit beau, que ça soit clean. Puis aujourd'hui, surtout à Silicon Valley, tu demandes à un designer qu'est-ce qu'il fait, il va dire je rends les interfaces faciles d'utilisation, puis je rends les interfaces délectables. Puis encore là, je dis interface, mais il y a peut-être qu'il n'y aura plus d'interface. Et dans le fond, un peu, le message que j'ai pour vous, c'est commencer à déconnecter de Photoshop, commencer à déconnecter de Sketch, lâcher un peu votre livre de Interaction Design Pattern, puis essayer d'avoir une vue plus globale du métier de designer, puis de voir un peu vers où ça peut se transformer. Et pensez toujours au concept de technological killer. Posez-vous la question quand vous créez des interfaces, est-ce que je suis en train de créer une interface parce que je suis un designer d'interface, ou est-ce que je crée une interface parce que c'est vraiment la meilleure solution pour mon client? Puis aussi, dans le fond, je vais finir sur la collaboration. Selon moi, il va falloir beaucoup plus commencer à collaborer en tant que designer, au fur et à mesure que la technologie avance. Donc, par exemple, si on pense aux applications conversationnelles, ça va être surtout de la collaboration avec les auteurs, les psychologues, les linguistes, les spécialistes de la conversation. VR, on a une tonne d'informations à apprendre des architectes, ça fait des siècles et des siècles, qui connaissent en fait comment designer des espaces pour faire sentir certaines émotions aux gens. Designers d'intérieur, même chose. IoT, probablement collaborer avec des designers de mode, des designers industriels. EEG, qui sait peut-être des neuroscientifiques. Vraiment, personne n'en a aucune idée. Donc, ça fait le tour de ma présentation, en fait. Donc, j'ai mes informations de contact, le site web de Osmo. Si vous voulez une démonstration de Osmo, vous pouvez me voir après la présentation. Puis aussi, demain, je vais avoir un lecteur de EEG, si vous voulez tester la technologie du cerveau. Donc, venez me voir. Merci à tous d'avoir assisté à la conférence de Tony Aubé. S'il y en a qui ont des questions, ce serait le moment. On va passer avec le micro pour que vous puissiez vous faire entendre de tous. S'il y en a qui ont des questions, commentaires. Ah, parfait. Ah, il y a une question là. Allô? Tu m'entends? Ouais. Une petite question sur les technologies de... Peut-être juste faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Sur les applications Conversationnel? conversationnelles. Ouais. J'avais essayé ça, mais les utilisateurs étaient un peu perdus, ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient demander, ils trouvaient ça vraiment embêtant de parler au lieu d'appuyer sur des boutons. C'est quoi la solution à ce niveau-là? Ça, c'est un commentaire. J'ai un peu coupé court sur les applications conversationnelles parce que je pensais manquer de temps pour ma présentation. Finalement, j'ai pas manqué de temps. Mais ouais, c'est probablement le plus gros défi des applications conversationnelles, ce qu'on appelle la découvrabilité, discoverability. Puis tout ce qui est affordance, en fait, qui est complètement perdu. Dans le fond, dans une application traditionnelle où on a des boutons, ça nous donne un peu des indices sur vers où aller, sur quoi peser, etc. Puis le problème, surtout des applications qui sont mal designées, conversationnelles, que tu rentres puis tu as carrément une page blanche, puis tu es là, OK, qu'est-ce que je peux demander, qu'est-ce que je peux pas demander. Puis avec l'intelligence artificielle qui n'est pas totalement encore là, des fois tu demandes des trucs que finalement ça ne fonctionne pas. C'est que la clé, c'est vraiment de tout le temps suggérer, de commencer la conversation avec le robot. Dans le fond, c'est le robot qui doit initier la conversation, qui doit donner des indices sur quel type d'action qui est possible, etc. Et justement, c'est ça. Puis on appelle ça des applications conversationnelles, puis souvent c'est une interface de chat, mais comme j'ai montré, il y a la possibilité de rajouter des boutons parfois, puis de rajouter des actions rapides. Puis j'ai perdu le nom, mais il y a une start-up qui se spécialise là-dedans, que dans le fond, comment on rend une conversation interactive avec toute une série de widgets. Puis je pourrais essayer de retrouver le nom et de te montrer ça. Mais dans le fond, c'est ça. Il ne faut pas s'arrêter à la conversation entre amis. D'après moi, ça va évoluer, ça va aller beaucoup plus loin que ça. Un peu comme là, par exemple, on partage un lien sur Facebook dans Messenger, puis là, tu as comme un preview qui apparaît. Puis ça, c'est déjà un pas dans rendre les conversations beaucoup plus riches visuellement. Puis ça va s'en aller dans cette direction-là, d'après moi. D'autres questions? Oui. Je m'en reviens. Super intéressante ta conférence. Merci. Je voudrais que tu nous parles un peu de la fameuse application conversationnelle comme ça, pour voir est-ce que ça peut être un avenir intéressant pour tout le marché du détail. Non.
Non, pas du tout, parce que dans un article que tu avais posté l'an passé sur Operator, est-ce que quelque chose, est-ce que ça a évolué parce qu'ils en parlaient dans cette... Je te dirais qu'il y a quelques problèmes avec Operator. Un des problèmes, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas encore top-notch pour que ça soit super rapide. Il y a encore des cas d'utilisation que, genre, aller sur Amazon et utiliser l'outil de recherche, ça va aller plus vite que utiliser Operator. Puis ça, c'est encore une fois, c'est important de nuancer. Dans le fond, les applications conversationnelles, ça va pas être partout, genre du jour au lendemain, ça va pas être toutes les applications vont être comme ça. Il y a vraiment des cas d'utilisation un peu comme le baseball, tout ce qui est un peu micro-interaction, micro-transaction, où que là, ça prend beaucoup plus de valeur. Mais tu sais, par exemple, je ne verrais pas une application conversationnelle pour lire le fil Facebook ou des trucs de même. Puis tu sais, encore là, il n'y a pas longtemps, j'avais dit, je ne verrais pas d'application conversationnelle pour lire les nouvelles, mais il y a Quartz qui est apparu récemment, puis c'est rendu mon application que j'utilise presque à tous les jours. Donc, encore là, qui sait, je pense que c'est la job des designers un peu de voir les cas d'utilisation, puis vraiment se poser la question, OK, c'est quelle approche qui est la mieux, dépendamment de mon client et de mon contexte. Ouais. Bonjour, moi je suis programmeur back-end. Oui. J'aurais une remarque et une question. La première remarque, c'est que je trouve marrant qu'on revienne finalement au CLI quasiment, avec peut-être de l'intelligence artificielle qui comprend mieux. C'est comme si j'avais un CLI mais lenient. Exactement, oui. Et je trouve ça marrant cette circularité de finalement le CLI c'était dégueulasse, mais là on y revient finalement. Ouais. Ça c'est ma remarque. Et ma question c'est, est-ce que finalement, plutôt qu'avoir plein de bots, on va pas avoir un genre de, vous connaissez tous le film Iron Man, un genre de Jarvis, tu lui dis Jarvis, vas-y, commande-moi un taxi pour telle heure, il me dit est-ce que vous voulez un taxi tel type, ok. Est-ce qu'on va pas aller avec un gros master en quelque sorte, là, si vous voyez ce que je veux dire. Ça c'était ma question. Voilà. Ouais. D'abord, sur ta remarque, je trouve que c'est complètement vrai, puis c'est un peu drôle comme situation. Puis dans le fond, ça revient à dire que c'est vraiment de l'humanisation des interfaces. Ça revient vraiment à l'humanisation. Dans le fond, quand on y pense, les premiers langages de programmation, c'était vraiment de la grosse merde. C'était genre, d'abord c'était du binaire, puis personne ne comprenait ça. Puis après ça, ils ont comme commencé à construire là-dessus. Puis tu sais, t'avais Fortran, puis là, après ça, ils ont humanisé de plus en plus les langages de programmation pour les rendre comme on communique entre êtres humains. Puis finalement, ça marchait pas, c'est que là, ils ont fait le GUI avec toute la métaphore de bureau. La métaphore de bureau, c'est encore ça, c'est d'humaniser l'ordinateur. C'est OK, t'as un bureau, t'as une poubelle, etc. Puis là, je pense qu'avec les applications conversationnelles, on se rapproche de plus en plus de l'interaction entre êtres humains. Tu sais, là, tu chattes à un ordinateur comme tu chatterais à ton ami. Puis c'est pour ça que je pense que vraiment, il y a beaucoup de potentiel dans cette technologie-là. Puis énormément, beaucoup de potentiel, par exemple, dans la réalité virtuelle, où on vient humaniser encore, genre, littéralement, l'interaction avec l'ordinateur va être complètement humain, ça va être comme parler en face de quelqu'un d'autre. Donc, ça s'inscrit vraiment dans cette lignée-là. Puis j'ai oublié ta question, c'était quoi? Ma question c'est, est-ce que plutôt qu'avoir plein de petites applications qui sont... Ah oui, comme l'assistant personnel. Facebook, Mark Zuckerberg s'est donné un peu le défi cette année de créer un assistant personnel qui allait comme un peu tout englober. Puis, tu sais, quand je disais, genre, Operator puis Magic, c'est la prochaine étape dans l'expérience utilisateur, puis je pense vraiment que la prochaine étape après ça, c'est d'avoir un assistant à laquelle tu peux demander n'importe quoi. Tu pourrais demander, OK, peux-tu me commander un livre, peux-tu commander de la bouffe, etc. Puis, l'assistant, le bot lui-même va faire le contact avec tous les autres services, avec Airbnb, avec Uber, avec les applications de livraison pour, justement, t'offrir une expérience seamless, peu importe ce que tu as besoin. J'ai l'impression que ça va s'en aller vers ça, mais tu sais, là, il y a énormément de conflits d'intérêts entre les différentes compagnies, puis c'est qui va posséder un peu cette application magique-là? Est-ce que ça va être Facebook? Est-ce que ça va être Apple? Est-ce que ça va être un autre start-up? Donc, ça reste une question ouverte. D'autres questions? Bon, ben merci beaucoup d'être venu en si grand nombre.